Si vous vous passionnez pour le digital et la data, vous êtes sans doute curieux de connaître la vision d'un expert du domaine sur les grandes tendances. Eh bien, nous avons activé le réseau du pôle expert et nous avons le plaisir d'accueillir David Fayon. Il est auteur de livres sur le numérique et Ecosystem Innovation Director du groupe La Poste pour cette nouvelle séquence. Bonjour David. Bonjour Florence. Alors, on avait très envie d'abord de commencer en essayant d'en savoir un petit peu plus sur quel était ton job, parce que le titre est assez mystérieux, Director, Ecosystem Innovation Director. Oui, alors c'est vrai que d'employer des mots anglo-saxons, ça fait mieux. D'ailleurs, vous avez employé dans la présentation digital plutôt que numérique. Pour moi, les deux sont synonymes. Au journal officiel, on privilégie depuis mars dernier le terme numérique. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est les concepts qu'on va mettre derrière. Alors, en quoi consiste mon job au quotidien à La Poste? C'est de faire l'interface entre les startups, les PME innovantes, les écoles d'ingénieurs, de commerce, de design, et puis les universités, d'une part, et les métiers de La Poste. Les métiers de La Poste, la direction des ressources humaines, la direction financière, la direction de la production, la direction industrielle, etc., pour faire des expérimentations. Des expérimentations qu'on appelle des POC, Proof of Concept, qui permettent soit d'avoir des simplifications des process existants pour optimiser les appareils de production, que ce soit les centres de tri, courrier, colis, etc., donc pour le compte des métiers, ou soit augmenter le chiffre d'affaires en développant des services additionnels, souvent avec l'intégration d'une start-up ou des savoir-faire qu'on n'a pas en interne, mais qu'on va chercher à l'extérieur pour être innovant. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un moyen d'innovation. En fait, c'est être dans l'écosystème des startups pour aller identifier ceux qui vont pouvoir apporter de l'innovation au sein du groupe. Exactement. C'est un peu ce que font tous les grands groupes qui veulent faire leur transformation numérique et être plus performants parce que nous, à La Poste, pour la branche dans laquelle je travaille, il y a une attrition, c'est-à-dire une réduction drastique des flux courriers. Le colis progresse, mais globalement, il faut trouver des relais de croissance pour que La Poste puisse continuer à croître et se développer. Et s'appuyer sur les startups, ça peut en faire partie. Alors, on va revenir à la raison de ta venue aujourd'hui. Toi, tu es, comme on le voit, ultra immergé dans l'écosystème digital et data. Selon toi, c'est quoi les 3 grandes tendances qui vont marquer l'année 2022 ? Alors déjà, il y en a plusieurs. Choisir, c'est éliminer. Alors si j'en conserverais... Avec que 3 ? Si j'en conservais que 3, je dirais en 1, la sobriété numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété numérique ? Alors, ça fait penser à la sobriété, donc la moindre consommation. Ouais. On est dans une prise en compte plus grande de l'écologie, de l'écosystème, et notamment les ressources matérielles sont limitées. Les ressources immatérielles sont a priori infinies. Et les ressources matérielles sont de plus en plus nécessaires pour produire un smartphone. Il y a peut-être 53 composants, des métaux rares, des terres rares, du cuivre, de l'aluminium, enfin de l'or, plein de matières. Et ces matières peuvent s'épuiser. Il n'y en a pas partout, donc il faut pouvoir les recycler, il faut pouvoir les produire de façon plus éco-responsable en amont. Et pour cela, 2 choses. Soit on produit de façon plus intelligente, avec des matériaux qui sont soit low cost ou qui ont la même propriété physique ou chimique, mais qui sont moins menacés par une disparition, ou soit on change les façons de consommer. Donc on peut jouer sur les 2 leviers, production et consommation. Pour le levier consommation, ça veut dire par exemple ne pas changer de smartphone tous les 18 mois, avec l'obsolescence programmée qui est induite par des grands de la tech comme Apple par exemple, et des choses qui donnent envie d'autre chose, comme dit Alain Chouchon. Donc on doit pouvoir allonger la durée de vie, et puis également ne pas prendre des écrans 24 pouces qui servent à rien si on n'a pas besoin de faire du développement ou quelque chose qui nécessite un grand écran. Donc la sobriété numérique, en une phrase, c'est toutes les techniques qui permettent d'optimiser l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement à partir de tout ce qu'on peut utiliser en termes de digital. Tout à fait, parce que il y a besoin d'avoir une grande quantité de matière pour produire, également de l'eau. Parce que c'est nécessaire. Oui, ça prend des ressources. Et tout ça, c'est des ressources qui sont épuisables, qui ont une valeur. Et c'est aussi la prise en compte du développement durable, pas simplement pour soi, mais pour les générations futures. Parce que si on surconsomme maintenant, on ne donnera rien
pour ceux qui vont suivre après. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut moins consommer, ça ne veut pas dire qu'il faut être décliniste, non. On peut avoir une croissance réfléchie qui permettent de créer des emplois, qui permettent de faire vivre tout un écosystème, mais sans gaspillage et que ce soit pas une consommation bête et aveugle. Futile et voilà. Sobriété, donc la première. Alors le temps passe vite, il va falloir qu'on passe rapidement à la deuxième. Alors la deuxième, je dirais le métavers, Meta-Universe. Donc c'est tout de suite, ça me fait penser à Facebook. Alors pourquoi ? Parce que Facebook, le groupe Facebook, a changé de nom en novembre dernier et il s'est appelé Meta, justement par rapport à des développements futurs liés au métavers. Et le métavers, ça va être, pour faire simple, combiner l'univers virtuel, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle avec le monde physique, et ce qui permettra, avec des lunettes de réalité augmentée ou un support, un casque ou quelque chose, de pouvoir superposer un univers virtuel, comme dans des jeux virtuels, type World of Warcraft ou tous ces jeux qui existent, avec le monde tel que vous le voyez. Donc vous allez vous promener dans une rue avec ce casque, vous allez avoir des indications sur, par exemple, si vous passez devant un restaurant, le nombre de personnes qu'il y a dedans, si vous allez être servi en moins de 5 minutes, tout un tas d'informations additionnelles qui est une opportunité de service extraordinaire, mais également ça va faire une surcharge mentale importante. Bien sûr. Et puis également, ça peut permettre aussi de plus être addictif dans l'usage de il y a des risques pour toute cette tendance. Il y a des risques. Et puis, à l'extrême limite, avant, on était, jusqu'à maintenant, dans le temps de cerveau disponible, dans le temps d'attention sur les réseaux sociaux. Et demain, ça peut aller jusqu'au contrôle des cerveaux, contrôle des émotions, puisque là, c'est pas simplement quelque chose de statique par rapport à un écran, même si on participe, mais c'est également un prolongement de soi avec des organes sur soi qu'on va porter pour interagir et on va être partie prenante de la matrice, si je puis dire. Tout à fait. Donc sobriété numérique, métaverse, et la troisième tendance ? La troisième tendance, je dirais que c'est le développement de la blockchain, la chaîne de blocs, avec les premiers usages qui ont été développés autour des crypto-monnaies. On en a plus de 8000 aujourd'hui, alors on parle beaucoup du Bitcoin, Ethereum, il y en a plein d'autres, avec deux types de blockchain qui sont soit preuve d'enjeu ou preuve de calcul. C'est pas la même consommation énergétique derrière, donc ça rejoint la sobriété numérique que j'évoquais. Donc là aussi, dans les blockchains, ce sera des blockchains qui seront plus respectueuses des ressources, parce que ça peut gérer une pollution notable. Donc comment utiliser et concilier la technologie mais avec des cas d'usage très divers, pas simplement pour les domaines bancaires, mais ça peut être aussi pour les certifications et les titres de propriété de biens immobiliers, mais également dans les œuvres d'art. Et en fait, au niveau de la blockchain, ça va suivre le même cheminement que par exemple l'informatique et la micro-informatique. Au départ, c'était l'informatique pour la gestion, pour le domaine bancaire ou pour le domaine du calcul. Donc c'était pour des cas d'usage très limités. Et ensuite, ça s'est popularisé avec par exemple le Macintosh. Et donc après, il y a eu des artistes, il y a eu des journalistes qui se sont intéressés à la question informatique et ensuite toute la société. Et maintenant, on a tous un ordinateur. La blockchain, c'est cette même révolution avec quelque chose de distribué où chacun beaucoup a plus un élément accessible du puzzle et généralisé à plein de cas d'usage et à un public beaucoup plus large. Très bien, alors on va terminer parce que le temps passe vite. Est-ce qu'il y a un événement à ne pas louper en 2022 si on se passionne pour le digital et la data? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, de se rendre à Vivatech, qui est... c'est à Paris? C'est à Paris, porte de Versailles. Ça va être, je crois, la 6e édition, si je ne m'abuse. L'édition 2021 a été en format hybride, c'est-à-dire sur site. Jauge réduite à 5000 et puis également des événements, des conférences qu'on pouvait suivre à distance, sachant qu'en 2020 ça avait été annulé pour cause de Covid. Cette année, j'espère que... Croisons les doigts. Croisons les doigts. Et puis, de toute façon, peut-être que le virus, avec Omicron et ses variants, va se transformer en quelque chose de récurrent qui va
revenir On chaque vivra année, avec, notamment peut-être. avec la période froide, mais qui va être comme une grippe. Et donc, je pense que Allez, le on peut soufflet croire que va retomber. Vivatech, Voilà. voilà, Vivatech sera ouvert, on espère. Vivatech sera ouvert, c'est un peu le CES, comme le CES, le salon technologique de Las Vegas, sauf que c'est le CES à la française et qui rayonne en Europe et qui met en avant les startups et les réussites françaises et qui accueille aussi beaucoup d'intervenants, beaucoup de conférenciers étrangers comme les patrons des entreprises de la tech, des géants, les GAFAM, les BATX, mais aussi des entreprises qui ont pignon sur web, aussi bien, Pignon sur web, c'est pas mal, c'est la jagarde. aussi bien au niveau européen qu'au niveau Tu y seras ? américain. J'y suis chaque année, donc Eh voilà. ben, on espère t'y retrouver. Alors, merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de venir échanger ta vision avec nous. C'était un tout petit bout de tout ce savoir et de toutes ces expériences que tu peux partager. À bientôt. À bientôt, merci. Et puis, pour clôturer cet afterwork de passionnés, eh bien, retrouvons François Stéphan, le directeur du pôle Digital et Data.